Sur les 85 passagers, on dénombre 10 blessés, dont un pilote. Aussitôt informé, le ministre s'est rendu sur les lieux. Le ministre des Mines à Matam dans les phosphates de Ndendori, Biram Souleye Diop, est dépêché par le chef de l'État pour lever le malentendu qui règne entre les populations impactées et la SOMIVA, causant du coup l'arrêt des travaux d'extension de la mine. Les chrétiens du monde célèbrent ce jeudi l'Ascension qui symbolise la montée de Jésus vers Dieu. 40 jours après Pâques, au Sénégal, la communauté catholique a sacrifié à la tradition. Ce matin, dans notre rubrique culture, nous allons voir les étapes de la confection du pain tissé, tout un processus de ce vêtement d'étoffe qui revêt plusieurs significations socioculturelles. Un avion de Transair a fait une sortie de piste hier à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Le vol à destination de Bamako avait à son bord 85 passagers. Une dizaine de personnes seraient blessées, dont 4 graves. Le ministre des Transports terrestres et aériens s'est rendu sur les lieux aussitôt. Ousmane Garifaye. C'est l'une des pires catastrophes de son histoire récente que AIBD vient de frôler. L'incident s'est produit aux environs de 1h du matin ce jeudi. L'avion de la compagnie Transair a fait une sortie de piste au moment de son décollage, occasionnant de graves incendies dans sa partie arrière. 85 personnes se trouvaient à bord. Les services de secours d'urgence intervenus pour maîtriser le drame. 10 personnes seraient blessées, dont 4 dans un état grave, informent des sources proches de la compagnie. Aussitôt après l'incident, le ministre des Transports aériens, El Malick Ndiaye, s'est rendu sur les lieux, notamment au centre des opérations d'urgence où il a tenu une réunion de crise. Il a dans la foulée ordonné l'ouverture d'une enquête par le biais du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, avant de s'enquérir de l'état de santé des blessés et des 85 personnes qui se trouvaient à bord. Le vol HC301 de la compagnie Transair assurait la desserte de Bamako pour le compte d'Air Sénégal. Le trafic qui était resté bloqué devrait reprendre ce matin. Voilà, Ousmane Garifaye, puis je vous fais lecture de ce communiqué du ministère des Transports aériens. Le vol HC301 d'Air Sénégal opéré par Transair a fait une sortie de piste au décollage de l'aéroport AIBD suite à une accélération arrêt le jeudi 9 mai 2024 à 1h14. Ce vol à destination de Bamako avait à son bord 85 personnes, dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel navigant cabine. Le ministre des Transports aériens s'était rendu sur les lieux. 10 personnes sont blessés, dont 4 dans un état grave. Le bureau d'enquête et analyse BEA a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. La reprise des opérations était prévue ce matin à 9h à l'AIBD. Cet incident repose plus que jamais la question de la crédibilité d'Air Sénégal. L'État doit très vite se saisir de la question d'Air Sénégal, sinon l'avenir de cette compagnie risque d'être compromis. Chronique de ce 13h signé Ousmane Garifaye. Sortie de piste par ici, retard de vol par là, déficit de communication des différentes entités y opérant par là-bas, qui laissent assez souvent les passagers à eux-mêmes, ne sachant à quel interlocuteur se vouer, même dans les situations d'extrême urgence. La coupe semble donc pleine pour Air Sénégal, lancée en grande pompe il y a peu dans un élan patriotique sans précédent. La compagnie était partie avec tous les faveurs des pronostics quant au défi de la souveraineté qu'elle s'était chargée de relever dans un contexte régional, sous-régional et africain devenu de plus en plus concurrentiel. Mais force est de constater que les couacs sont légion, que cette compagnie dégringole de jour en jour du point de vue de l'image négative qu'elle imprime dans la tête de ceux qui l'empruntent, que des marques d'une organisation et d'amateurisme qu'elle laisse au souvenir des usagers. Ces signes extérieurs de faiblesse montrent à quel point cette compagnie risque de se désagréger de l'intérieur si les nouvelles autorités ne prennent pas à bras-le-corps la situation et apporter les correctifs nécessaires. L'ancien chef de l'État a fait ce qu'il fallait en dotant le pays d'un pavillon avec l'ambition de faire du Sénégal une plaque tournante du transport aérien sous-régional et régional. Et fort du principe de continuité de l'État, le gouvernement d'Ousmane Sonko doit dans les meilleurs délais saisir de la question d'Air Sénégal et de l'AIBD en général afin que ce pavillon ne meure pas. Voilà, donc c'est la chronique de ce 13h signé Ousmane Garifaye. Autre aspect de l'actualité avec ce jeudi, les chrétiens du monde qui célèbrent l'Ascension, qui symbolise la montée de Jésus au ciel 40 jours après Pâques. La communauté chrétienne du Sénégal célèbre cette fête importante de l'Église. L'Ascension constitue le 3e volet d'un triptyque essentiel pour les chrétiens. Il comprend la crucifixion de Jésus, commémorée le vendredi saint, sa résurrection faite le dimanche de Pâques et enfin sa montée au ciel 40 jours plus tard.
Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines était à Matam dans les phosphates de Ndendori. Birame Souleye Diop a été dépêché par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, pour lever le malentendu qui règne entre les populations impactées et la société Somiva, ce qui a causé du coup l'arrêt des travaux d'extension de la mine. Les phosphates de Ndendori, comme si vous y étiez. Grand format signé Ibrahima Pabidjédiou. À son arrivée à Ourossogui, le ministre s'est rendu à Ndendori, où est implantée la société minière de la vallée du fleuve, Somiva. Sur son chemin, les populations sont sorties pour lui exprimer leur enthousiasme et leur optimisme de voir la situation se décanter. Il s'agit d'abord d'un problème d'impasse. Les populations disent aussi ne pas se retrouver dans l'exploitation des ressources minières de leur localité. Sur le site, le ministre des Mines a eu droit à une visite guidée. Il a pu voir la première partie déjà exploitée et celle devant faire l'objet d'une extension. Pour l'instant, les autorités ont décidé d'arrêter les travaux en attendant de trouver un terrain d'entente. De 210 personnes à indemniser au départ, la liste est passée à plus de 1800. Le ministre a engagé des discussions avec les parties prenantes. La rencontre a duré plusieurs tours d'horloge. La tension était par moments vive. Notre seule survie, c'est la terre. Cette terre nourricière-là, vous nous la prenez contre 500 millions, 1 million. Est-ce que vous avez évalué? Est-ce que vous avez évalué l'impact social et les conséquences que cela va entraîner? Monsieur le ministre, qui se marque là? Monsieur le ministre, lui est mon jeune frère. Je suis à sa disposition pour dialoguer, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Somiva a fait des efforts. Si cela ne suffit pas, on peut encore discuter. Le ministre a apporté des éclairages sur les différentes préoccupations. Nous sommes sur une terre où le sous-sol renferme du phosphate de qualité, dit. Mais pour y accéder, il faut passer par le sol. Et sur ce sol-là, il y a des communautés qui s'y sont établies depuis bien des années. Nous sommes ici dans 3 communes qui ont des territoires communs, mais c'est les mêmes populations. À partir du moment où la mine s'exerce, nous savons tous que des voies seront fermées, entre autres. Nous le savons tous. Voilà pourquoi on ne peut pas aussi manquer d'avoir une réflexion bien plus large en demandant à la Somiva d'être ouvert à cette discussion, et elle est tout à fait favorable à cette discussion-là. Maintenant, moi j'ai une préoccupation fondamentale et il nous faut la partager. Parce que sur 197 hectares, quand la liste des impactés a été ouverte, nous sommes arrivés à 1800 personnes. Ça veut techniquement dire qu'il est impossible qu'on ait 1800 impactés sur ce territoire-là. Et sur les informations, on voit un nom, un prénom, un numéro de pièce d'identité, une adresse générale parce que c'est la commune de rattachement, mais on n'a pas une adresse précise, on n'a pas de numéro de téléphone. Face à une telle situation, Birame Souleye Diop d'indiquer une piste de solution. L'important, c'est qu'on sache qu'on veut trouver une solution à ce problème-là. Mais il faut qu'on le fasse de la manière la plus juste possible. Ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, qu'on revoie la liste des impactés, mais de manière très précise cette fois-ci, et avec toutes les sources de confirmation définitive. Les populations se disent rassurées. Bon, la réunion avec le ministre aujourd'hui, vraiment, nous, on est très contents. Parce que c'est ce que nous avons voulu depuis belle lurette. Et toutes les questions ont été abordées aujourd'hui. Vraiment, nous avons eu satisfaction. Exploités depuis 2014 par la Somiva, ces phosphates de Ndendori sont les plus grandes richesses naturelles découvertes dans la région de Matam. Les populations qui disent ne pas se retrouver dans ce gigantesque projet d'exploitation espèrent déjà des lendemains meilleurs avec cette première visite du ministre de l'Énergie, du Pétrole
et des Mines. Voilà donc le ministre des Mines, Birame Souleye Diop, qui a été dépêché à Matam par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. La publication de la liste des navires qui sont autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises est une bonne initiative saluée par les acteurs de la pêche. C'était dans leur préoccupation plus de transparence et une gestion efficiente des ressources. Abdouad. La publication des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise est bien accueillie au port polonais de Saint-Louis. Selon les acteurs de la pêche, elle apporte plus de transparence en offrant aux Sénégalais de la visibilité sur l'exploitation de nos ressources halieutiques. C'est important que les gens sachent ce qui se passe au niveau de la pêche. Si la tutelle publie la liste, on s'en félicite et c'est rassurant. Cette publication est un pas important, mais pour les pêcheurs et les mareyeurs, les autorités doivent aller plus loin en accentuant le contrôle des actions en mer. Il faut un suivi rigoureux, sans quoi c'est peine perdue. Le Sénégal s'engage ainsi à assainir le secteur de la pêche au profit des ayants droit. Pour ce faire, certains pêcheurs conseillent à la tutelle de s'inspirer de la Mauritanie. En Mauritanie, c'est très réglementé. Les pêcheurs sont soumis à des contrôles très stricts. Les autorités sanctionnent sévèrement en cas de manquement. À Diamalaï, les mareyeuses attendent sous le soleil l'arrivée des pirogues. Elles espèrent que ces actes posés par le gouvernement auront un impact positif sur la pêche. Comme vous pouvez le constater, il y a peu de poissons ce matin. Avant, on avait l'embarras du choix, tellement il y avait de la quantité. À Saint-Louis, les pêcheurs attendent toujours une solution définitive contre la récurrence des accidents à l'embouchure. On a mis beaucoup de moyens pour construire la plateforme. Avec autant d'efforts, le problème de l'embouchure serait définitivement réglé. Parce que beaucoup de pêcheurs ont perdu la vie au niveau de l'embouchure. Même après une bonne pêche, on n'est jamais tranquille qu'après avoir traversé l'embouchure. Si cette initiative du gouvernement suscite de l'enthousiasme, chez les acteurs, seuls de bonne pêche peuvent prouver son efficacité. Cette mesure sonne comme une décision pour les générations futures. C'est l'avis de Mbacké Seck, le président du consortium des organisations pour le développement durable et de l'environnement. Salue les mesures prises par le président de la République sur les littoraux sénégalais. Il était l'invité du magazine Le Point. Nous l'écoutons. Cette décision, c'est une décision pour les générations futures. Aujourd'hui, n'importe quel père de famille, quel que soit le quartier où vous habitez à Dakar, si vous vous levez pour aller vers la mer, impossible de trouver votre chemin. Et c'est le cas de Rufisque jusqu'à Joal. Impossible de trouver la mer, parce que simplement partout, des occupations que je dirais anarchiques occupent le domaine public maritime qui, comme le dit la loi, devrait être ouvert à tout le monde. Son usage est affecté à tous. Mais malheureusement, partout, de Saint-Louis jusqu'à Kayar, en passant par Mbour, et tout dernièrement à Maliké et à Guédiawaye, nous avons un partage intégral du domaine public maritime. Or, la loi est très claire. La loi dit que le domaine public maritime n'appartient à personne. Tout le monde a le droit d'en profiter. Mais malheureusement, une certaine élite pose la main dessus. Non seulement c'est des hectares qui sont affectés à des individus, non seulement c'est la forêt du littoral qui est décimée pour la construction d'immeubles et de maisons à usage de résidence, mais c'est simplement la falaise des Mamelles qui est le symbole de Dakar qui est aujourd'hui dénaturé au profit d'une certaine élite. Et c'est normal que le président de la République prenne cette décision pour que tout s'arrête.
Voilà, donc Bakesek, président du Conseil consortium des organisations pour le développement durable dans l'émission Le Point. Baccalauréat 2024 à Kaolack cette année, la région est dans une phase d'anticipation pour arriver à une bonne organisation de l'examen. Le gouverneur de région est déjà à pied d'œuvre pour relever ce défi. Claire Diop. CRD spécial consacré à la tenue des examens scolaires de 2024 ici à Kaolack. À l'ordre du jour, la programmation générale des examens, situation sur les données statistiques, aussi les dispositions pratiques quant à l'organisation correcte des examens. Les acteurs ont échangé et pris des dispositions pratiques. L'ambition étant de créer des conditions idoines pour permettre aux candidats de composer dans des conditions optimales. Les examens scolaires vont se dérouler à partir du 20 juin 2024 pour ce qui est du CFE de l'entrée en sixième. Plus précisément, les 20 et 21 juin 2024 vont se dérouler l'examen du CFE et le concours de l'entrée en sixième. Ensuite, à partir du 18 juillet, va démarrer l'examen du BFM sur toute l'étendue du territoire national. Et également, un peu avant ça, donc le 2 juillet, va démarrer l'examen du baccalauréat enseignement général. Le baccalauréat enseignement technique va démarrer un peu plus tôt que ça. Les dates d'examen communiquées, le nombre de postulants également. Pour les différents examens et concours qui viennent d'être annoncés, le CFE, nous avons 146 centres qui vont accueillir un nombre de 20 127 candidats au niveau régional. Pour le BFM, nous avons 99 centres pour 102 jurys pour ce qui est du BFM. Le BFM également, il va voir la présence de 12 974 candidats. Pour le baccalauréat enseignement général, nous avons enregistré pour cette présente session 2024 un nombre de 28 centres principaux et 10 centres secondaires et enfin 28 jurys. L'effectif global attendu pour ce qui est du baccalauréat général est de 11 725 candidats. Enfin, pour l'enseignement technique, le bac technique, nous avons donc le bac STEG, sciences et techniques de l'économie de la gestion. On a un jury qui va accueillir 319 candidats, dont 259 sont de l'Académie de Kaolack. Le reste vont nous parvenir de l'Académie de Fatick. Le gouverneur de Kaolack a présidé la réunion en présence des associations des parents d'élèves, entre autres partenaires de l'éducation. De ces discussions, il en est ressorti que toutes les dispositions et mesures seront prises pour le bon déroulement de tous les examens. La délégation européenne a revisité le partenariat qui lie les pays de l'Union européenne à l'État du Sénégal. Une coopération de près de 50 ans dans les secteurs de l'électricité, la formation, les infrastructures et la pêche à l'occasion de la célébration de la journée européenne. Les ambassadeurs de l'UE ont échangé avec la presse. Le compte-rendu de Anaïs Nyanyamane. 15 États membres de l'Union européenne représentés au Sénégal ont partagé des réflexions sur l'exécution des projets européens au Sénégal. Des projets basés sur la paix, l'unité et la solidarité, des éléments qui ont pour but de renforcer la coopération. Au Sénégal, cette commémoration aujourd'hui est l'occasion de célébrer notre partenariat qui dure depuis plus de 50 ans. C'est un partenariat qui est basé sur des valeurs partagées, notre attachement à la paix et à la sécurité, à la démocratie, aux droits humains, et à des relations internationales équilibrées, pacifiques et basées sur le droit. L'Union européenne est le premier partenaire économique du Sénégal. La journée de l'Europe, célébrée ce 9 mai, est l'occasion pour la Team Europe de renforcer le partenariat dans le secteur privé et la formation professionnelle. Ce partenariat renouvelé, d'égal à égal, gagnant-gagnant et tourné vers la jeunesse, est promu par la stratégie Global Gateway, appuyé par la Banque européenne d'investissement au sein de la délégation de l'Union européenne ici à Dakar. La Team Europe est en phase avec les priorités du nouveau gouvernement. Elle soutient les investissements productifs clés pour renforcer la souveraineté alimentaire et la souveraineté sanitaire, par exemple. Cet appui va de pair avec un soutien à l'amélioration de la gouvernance économique, au renforcement du secteur privé, pour créer des emplois décents et durables
en particulier pour les jeunes grâce à la formation professionnelle. Notre partenariat vise aussi l'amélioration du cadre de vie des populations à Dakar et dans les régions à travers un appui au secteur de l'énergie et du numérique ainsi que de la mobilité urbaine et de l'assainissement. S'agissant des accords de pêche, l'Union européenne en a 14 au monde. Pour le cas du Sénégal, cet accord est bien suivi par des techniciens du Sénégal et ceux du vieux continent. L'Union européenne n'a rien à cacher. L'accord de partenariat et de pêche durable est, à ma connaissance, public et transparent et disponible. Les bateaux européens ne sont autorisés qu'à pêcher les stocks qui sont excédentaires. Et ensuite, ils ne pêchent que 2 types de poissons, le thon et le merlu noir, qui sont des poissons que ne pêchent pas les pêcheurs sénégalais. Les pêcheurs européens pêchent 3000 tonnes par an. Ils sont autorisés à pêcher un quota de 10 000 tonnes au titre de l'accord de pêche. Ils en pêchent 3000 et la totalité des prises au Sénégal est de 400 000 tonnes par an. La commémoration de la Journée de l'Europe est aussi l'occasion pour la délégation européenne de déplorer l'immigration irrégulière qui sévit actuellement. Les ambassadeurs de l'Union européenne sont plus que déterminés à mener à bien leur mission d'aide humanitaire initiée depuis 1992 dans plus de 100 pays. Voilà, retour à l'actualité de ce matin avec cette sortie de piste de l'avion de Transair qui a opéré le vol d'Air Sénégal en destination de Bamako hier à l'AIBD à 1h14. Pour plus de précision, nous avons en direct Saliou Seck qui est à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne Diass, avec le directeur général de l'AS. Saliou, bonjour, vous êtes en direct dans ce 13h. Bonjour, cher Bamba. Comme vous l'avez dit, nous sommes ici au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, ici à Diass. Donc, on va revenir sur l'accident qui s'est produit hier ici au niveau de cet aéroport avec l'avion de Air Sénégal opéré par Transair qui a quand même commis un petit problème par rapport au décollage. Donc on va revenir sur tous ces éléments-là avec le DG général Askim Demir. C'est le directeur général de l'AS, c'est la société qui gère l'aéroport, c'est la société qui gère l'aéroport. Donc on va revenir sur ça. Il va nous faire le point de la situation. Donc monsieur le directeur, vous êtes en direct sur la RTS. Pouvez-vous revenir sur les circonstances qui ont causé vraiment l'accident qui s'est produit ici au niveau de l'aéroport ce jeudi? Bon, bonjour à tout le monde. On est vraiment désolé de sortir devant votre pour un accident comme ça. Le vol, c'était le vol d'Air Sénégal. Le numéro de vol, c'est AC301, un vol de Dakar à Bamako, qui est parti avec 79 passagers et 6 membres de l'équipage de Transair. L'avion, ça appartenait à Transair. Durant le décollage, pour l'instant, la cause vraie, on ne connaît pas. C'est un audit actuellement par le bureau enquête et analyse. C'est après la sortie de leur rapport, on va savoir les vrais détails et les causes de cet accident. L'avion, à la fin de la piste, il n'a pas pu décoller et le pilote a choisi de faire sortir l'avion sur le terrain à côté. Je pense que, personnellement, qu'il a bien géré la situation. L'avion n'a pas trop endommagé. Et quand il s'est arrêté, les passagers étaient en bonne santé. Il y a eu un petit incendie, mais ça a été géré tout de suite. Nos équipes de sapeurs-pompiers sont déplacées dans les temps définis par l'aéroport sur le point de l'accident. Aussi bien les équipes de l'AS et aussi bien les équipes de haute autorité. Donc toutes les équipes d'urgence de l'aéroport, ils sont déplacés pour aider aux passagers et évacuer les passagers. Tous les passagers sont évacués en premier temps au terminal de pèlerinage.
On a constaté qu'il y a 8 blessés. L'un, c'est pilote, il y a une fracture sur son jambe droite. L'un des deux passagers, on soupçonne qu'il a une fracture. Et tous les blessés, on a pris en charge dans notre infirmière avec notre médecin, avec notre équipe médicale de l'AS. Bien sûr, on a alerté tous les hôpitaux autour de l'aéroport. Et avec le temps que les ambulances viennent, on a pris des mesures nécessaires pour les soins de ces passagers blessés et aussi le pilote. Et ils sont évacués vers les hôpitaux vers 5h, 5h30 du matin. Entre le temps, bien sûr, on a une commission de gérer des crises. Toutes les autorités de l'aéroport, y inclut notre ministère tutelle. Monsieur le ministre d'ailleurs aussi, il est déplacé. Et il a assisté les réunions de crise. Après qu'on a finalisé la réunion de crise, Monsieur le ministre avec son équipe et avec nous, avec toutes les autorités de l'aéroport, on a visité les passagers qui sont au terminal de pèlerinage, échangé avec eux les solutions proposées par Air Sénégal. Et ensuite l'équipe du ministère et certaines autorités, ils sont déplacés vers les hôpitaux pour visiter les passagers blessés. Entre le temps, nos équipes sont travaillées sur le nettoyage de pistes parce qu'avec cet accident-là, on a constaté qu'il y a beaucoup de débris de pneus au niveau de pistes. C'est pris à peu près 2h30 de temps pour nettoyer. Et après, on a vérifié les pistes pour la sécurité des avions qui vont venir et partir de notre aéroport. Ça a pris encore 1 heure. Donc, c'est pour cela qu'on a fermé l'aéroport pour toutes les opérations jusqu'à 9h30 du matin. Après la vérification de Anassim et Asekna, qu'ils ont confirmé que la piste il est bien nettoyée. Et à 9h30, on a ouvert l'aéroport pour les opérations. Et malheureusement, bien sûr, sur ce temps-là, il y a certains vols qui sont impactés. À peu près 7 vols au départ d'ici sont impactés. 3 vols en venant à Dakar sont impactés au premier temps. Et à partir de 9h30, comme j'ai dit, les opérations commençaient à devenir normaux. Actuellement, les décollages et les atterrissages tournent normal. Malheureusement, il y a eu certains vols qui sont annulés ou des changements d'horaire. Ces vols-là aussi, dans les meilleurs délais, seront opérés. Par exemple, les vols d'Air Sénégal sont prévus entre 13h et 14h. Turkish, il était annulé, il va partir aux alentours de 22h. Et les autres aussi, ensuite, ils vont partir. Merci beaucoup, docteur DG Las. Donc, cher Bama, c'est ce qu'on peut retenir ici par rapport à cet accident. On vous dit qu'ici, au niveau de l'aéroport, la situation est revenue à la normale. Les vols ont repris. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va vous rendre l'antenne. Et on va revenir en détail sur cet accident dans les JT du 19h, mais aussi de 20h, cher Bamba. Voilà. Merci beaucoup, Salou Sek, pour toutes ces précisions qui étaient avec le directeur général de l'AS, donc Askin Demir. Donc, l'information, l'actualité ce matin, c'est cette sortie de piste d'un avion de Transair qui opérait le vol d'Air Sénégal hier à l'AIBD en partance pour Bamako à 1h14. Le forum sur l'agriculture numérique s'est ouvert mardi à Dakar, organisé par la DRFJ. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour soutenir les entrepreneurs agricoles dans leur transition vers le numérique. L'Union européenne et la coopération luxembourgeoise ont mis à leur disposition un budget de près de 215 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Ahmadou Diallo. Un forum inédit sur les défis et opportunités de l'agriculture numérique. La DRFJ va ainsi renforcer les capacités de 50 entreprises agricoles. Les entreprises numériques intervenant dans tous les maillons de chaîne de valeur vont également être accompagnées. Il s'agit de favoriser l'entrepreneuriat numérique et de renforcer l'accès au marché.
ci suñu liggéey nag dafa nasaxoon ndaxte waruwaay bi nga xam ne moom la ñuy yóbbu géej dañ ko manqué woon trop. Nous travaillons sur des produits halieutiques. Nous avions des difficultés surtout pour aller en mer. Grâce à l'ADR, nous avons pu bénéficier de formations en management, mais aussi en marketing. L'ADR nous accompagne également dans la pisciculture. DER dafa jàpp si suñu combat ba ñu gis suñu bopp am ci yokkute. xam nga man ñoomin kala bu fekkoon ne ci wàllu gaal lay wax tey DER dañoo fekk ñuy joo gaal. L'ADER a totalement révolutionné notre manière de travailler. Nous fabriquions nos produits avec les mains. L'ADER a construit pour nous une unité de transformation avec des machines. Grâce à cela, nous avons beaucoup de partenaires et les grandes surfaces demandent sans cesse nos produits. L'intervention de l'ADER dans le secteur agricole est de contribuer à la promotion d'une agriculture innovante et résiliente, créatrice d'emplois et de richesses, tout en participant au renforcement de la souveraineté alimentaire. Si on veut une agriculture résiliente, une agriculture qui va vite en termes de solutions et que nous puissions atteindre cette autosuffisance dont nous parlons, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui ou qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui doit être un levier fort aujourd'hui? Le numérique en fait partie en tous les cas. Et la DER/FJ, à travers ses partenaires, a fait le pari, un pari fort de dire on accompagne sur un parcours de l'entrepreneur. C'est aujourd'hui de permettre aussi un réseautage puisque nous avons des invités qui nous viennent aussi du Burkina, qui nous viennent du Bénin, pour permettre à nos entreprises d'aller encore beaucoup plus vite, nos agripreneurs d'aller beaucoup plus vite, mais en alliant dans leurs solutions qu'ils proposent des réponses apportées par le numérique, par l'innovation, par la technologie. Les réflexions vont porter pendant 2 jours sur des défis et des solutions numériques possibles. Il s'agit également de partager des expériences, mais aussi des bonnes pratiques et de promouvoir des collaborations stratégiques pour renforcer le secteur agricole dans les pays représentés. Voilà, merci beaucoup Ahmadou Diallo. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Et dans notre rubrique culture de ce matin, focus sur le pain tissé. Il revêt une dimension socio-culturelle importante dans presque toutes les ethnies. La confection suit plusieurs étapes, du coton brut au tissage en passant par le filage. C'est tout un processus qu'on découvre avec Oumou Kalsoum Sall. Le pain tissé, étoffe très symbolique dans presque toutes les ethnies du Sénégal. Chez les Pulaars, on le retrouve à toutes les occasions importantes. Il est recommandé surtout celui de couleur rouge pour se protéger du mauvais œil chez la mariée, mais aussi chez le nouveau-né. Le pain tissé n'est pas donc qu'esthétique. Sa confection requiert même certaines connaissances. Quand le coton est préparé avant même le tissage, il y a des incantations à réciter. Le tissage est la dernière étape d'un long processus. Des champs au tisserand, le coton, matière première de ces étoffes, passe par plusieurs phases. Pour comprendre ce processus, nous nous sommes rendus à Ndiaganiao. Chez les Sérères, où le pain tissé est tout aussi symbolique, les femmes maîtrisent toutes les techniques. Avec cet outil, je sépare les graines des fibres. C'est la première étape. Si on ne dispose pas de cet outil, on est obligé de décortiquer le coton avec nos mains. Ensuite, place au cardage. Avec ces objets, appelés saf en sérère, on sépare les fibres et on les peigne pour obtenir un ruban. Entre ses mains expertes, la fibre est affinée pour être ensuite enroulée sur des bobines.
C'est la dernière étape. On transforme la fibre en un fil. Il est ensuite enroulé sur des bobines. C'est donc tout un art qui conduit à la confection du pagne tissé, un tissu qui, selon l'ethnie ou la communauté, est présent à la naissance, au baptême, au mariage et même à la mort. Voilà, culture toujours, la langue baïnouk est l'une des plus anciennes de la Casamance, mais elle est de plus en plus délaissée. À Samik, dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, une classe est initiée à l'alphabétisation, donc avec l'écriture et la lecture de la langue baïnouk. Abdoulaye Sikare. Les baïnouks sont présents en Guinée-Bissau, en Gambie et au Sénégal, plus précisément en Casamance, où ils sont considérés comme la plus ancienne population. Ce groupe voit sa langue s'éclipser de jour en jour. À Samik, dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, une classe d'alphabétisation est mise en place pour que vive la langue baïnouk. La langue est en train de disparaître et il faut la revivifier. Et c'est ainsi qu'on a engagé un élément pour venir donner une instruction sur cette langue. On a remarqué que toutes les langues qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas lues, ont tendance à disparaître. 2 fois dans la semaine, ces hommes et femmes se regroupent ici pour être initiés à l'écriture et à la lecture de la langue baïnouk. Je suis là juste pour essayer, pour apprendre à la population, pour faciliter à la population de parler leur propre langue. Parce qu'actuellement, dans le monde où nous sommes, celui qui ne parvient pas à parler sa langue, tu n'es rien. Parce que le français a tendance à disparaître. Maintenant, à l'école, on commence à apprendre des enfants nos propres langues. L'oralité a fait son temps. C'est l'écriture qui permet aujourd'hui de pérenniser les expériences linguistiques. On ne peut pas actuellement s'hasarder uniquement à l'oralité. L'oralité peut disparaître. Et c'est ainsi que dans nos coutumes, beaucoup de choses ont disparu parce que tout était oral. Mais aujourd'hui, avec la modernité, il faut asseoir un élément qui va pérenniser ce que vous avez appris. Dans ce cours est inscrite une quarantaine d'apprenants qui commencent à vivre des changements au quotidien. Au début, je ne parviens même pas à parler baïnou, mais là où on est aujourd'hui, on parle baïnou, même en message dans les portables. On se lance des messages en baïnou, on calcule en baïnou, on parvient à lire des textes en baïnou. On lance des appels aux autres femmes de venir apprendre la langue baïnou. L'année dernière, l'effectif, il n'avait pas... Bon, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris. Bon, il n'y avait pas assez d'effectifs. Mais par la suite, comme cette année, c'est une phase de consolidation, ils ont compris. Maintenant, aujourd'hui, grâce à Dieu, bon, j'ai eu un effectif de 40 et quelques élèves. L'initiative est belle, mais les difficultés ne manquent pas. Elles sont surtout liées à la rareté des outils didactiques. Nous avons des fascicules de lecture, mais il y a des problèmes, raison pour laquelle on ne l'utilise pas souvent. Aussi, les fascicules des manuels de calcul, même chose. Il y a des problèmes, mais on nous a appris comment faire les fiches. Il faut préparer les fiches, comme nos frères enseignants le font. Voilà. À propos aussi de l'inémération, bon, nous, franchement, on nous énumère, on n'a pas de salaire. Pour participer à la promotion de cette langue, la RTS 4 Casamance compte dans ses programmes des magazines entièrement réalisés en baïnouk. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, Philomène Constance Diagne va prendre le relais pour